bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans ce lieu aussi magique, qui sera sûrement une prochaine source d'inspiration. Je dois dire que aujourd'hui, je fête 31 ans d'exercice donc du métier d'architecte paysagiste, au service plutôt des villes et des campagnes, mais dans le cadre du domaine public. Alors, avant de faire l'école du paysage de Versailles, j'ai fait des études d'horticulture, pour revenir au sujet précédent. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un BTS de jardin, espace vert, bien mot pas très heureux, et pépinière. Donc j'avais une formation très technique avant d'aborder une échelle plus vaste que le paysage. Alors je suis sortie de l'école en 1994, c'est ça? Voilà, et puis lorsque je suis sortie de l'école, eh bien, c'était déjà le règne de ce qu'on appelle la France moche. Mais qu'à cela ne tienne, j'étais bourrée d'espoir et je suis d'un naturel maladivement optimiste, donc j'ai décidé d'arpenter la France, notamment dans la ruralité, puisque les jeunes paysagistes avaient surtout accès à des commandes, des petites commandes, et ça correspondait à un moment où, on va dire que le monde plutôt technocrate se rendait compte qu'il y avait un enjeu de retrouver en fait de l'espace public pour les piétons. Alors les termes n'étaient pas très poétiques et ça correspondait aussi à l'époque où passer d'un urbanisme quantitatif, on passait plutôt à un urbanisme qualitatif avec la montée en puissance de la profession de paysagiste en France, aux grandes dames des urbanistes. Et donc on commençait à faire la presse, enfin la une de la presse, notamment dans les revues spécialisées. Et ce qui a emporté l'adhésion, c'est justement ce regard poétique et plus simplement quantitatif sur l'espace et de retrouver justement cet espace du jardin, ou en tout cas l'idée du jardin pour favoriser l'accompagnement des piétons. Et puis dans mes pérégrinations à travers, on va dire, la France profonde, et notamment la Somme, la Bretagne, eh bien j'étais émerveillée par des choses de peu. Ici, simplement un carrefour qui était en cours d'aménagement et la terre qui venait d'être répandue, qui s'exprimait à travers son passé de champ de colza. Où ici, nous ne sommes pas aux Pays-Bas, nous sommes au fin fond de la Bretagne, sur la pointe de la Torche, où des horticulteurs des Pays-Bas, de Hollande, sont passés un été des années 60, passer leurs vacances là, et puis ils ont trouvé que le sol avait exactement la même qualité, ils se sont dit on est bien là, et puis ils ont fait fortune, justement, ils ont délocalisé leur production et ils se sont mariés avec des Bretons, ils ont fait des tulipes hollando-bretonnes. Et c'est devenu en fait un nouveau paysage. Et c'est ça, en fait, c'est tout ce charme-là que je découvrais à travers justement mes différents projets. Ici, quelque chose de très émouvant. On retrouve l'Artaud-Pierre à côté du jardin du cirque de Navacelles dans le sud de la France, où en fait le cantonnier a simplement fait un travail de taille des buis qui poussent naturellement dans la garrigue, et avant d'arriver à un site géologique extraordinaire, eh bien la route qui accompagne est un véritable jardin. Et puis au détour, effectivement, des talus plantés de la Bretagne. Voilà, cette petite maison toute simple avec un mimosa en fleurs, ou ici, simplement un lâcher d'eau d'un barrage qui me faisait furieusement ressembler aux grandes eaux de Versailles. Et donc par exemple, ce lâcher d'eau qui est vraiment très spectaculaire, alors que ce n'est qu'un ouvrage technique. Et vous verrez en fait que très souvent, on nous appelle pour des ouvrages techniques, et tout le travail, c'est justement de transformer le technique en poésie. Alors, la première chose, ça a été de retrouver le plaisir de la promenade, puisque même les bourgs étaient devenus tellement dédiés aux automobiles qu'il n'y avait plus d'espace pour le piéton. Et donc, simplement, le travail de retrouver un espace et d'accompagner, en fait, et pour donner envie aux gens de marcher à pied, eh bien, il fallait accompagner. Donc, vous voyez, c'est un travail très, très simple.
ou ici dans cette autre bourg. Donc c'est simplement retrouver, conquérir de l'espace pour retrouver bien évidemment cet espace du jardin ici dans une station balnéaire où en fait le travail a été de retrouver là aussi de l'espace pour que le jardin s'exprime, même si officiellement la commande n'était pas du tout un jardin. Et ce n'est pas un jardin, mais on se trouve avec des espaces qui sont un peu hybrides et qui invitent justement à découvrir les lieux autrement qu'en voiture. Et même dans des situations extrêmement dures comme celle-ci, aux portes de Paris, entre Saint-Denis et Paris, de retrouver de l'espace de poésie. Ou ici, devant un lycée à Lannion, en Bretagne. Donc vous voyez, c'est comment inviter à transformer les lieux avec le langage de mon époque et d'inviter justement à cette promenade. Ici même, jusqu'au fin fond d'une zone d'activité. Donc vous voyez, c'est un travail très militant, on pourra y revenir tout à l'heure sur la dimension politique, mais j'ai bénéficié du fait que la commande officielle était technique, donc simplement faire une piste cyclable ou autre, mais c'est retrouver cette magie dans les lieux, même les plus improbables comme ici. Et donc, c'est le plaisir de cette transformation. Alors, ce qui est bien, c'est que, bien que bon, contractuellement, on termine un an après la réception du chantier, eh bien, j'aime bien retourner sur les lieux du crime. Et donc, je suis indirectement, enfin, directement quand j'ai l'occasion de repasser sur ces lieux, ou indirectement sur Street View, ce que deviennent les aménagements que je fais. Et puis, c'est pas tout de se promener. De temps en temps, c'est bien de s'asseoir. Et donc, c'est aussi redécouvrir le plaisir de s'asseoir, ne serait-ce que sur un simple rocher, comme ici. J'ai fait venir les rochers de la Carrière, qui est tout à côté, sur la côte de granit rose. Et ça coûte bien moins cher qu'un banc du commerce. Donc, c'est tout l'art aussi, quand on travaille sur l'espace public, où il y a des budgets extrêmement contraints, de trouver des astuces pour retrouver cette poésie. Alors j'aime bien travailler aux abords des écoles et notamment les lycées et les collèges parce que les ados sont toujours fatigués et donc j'ai un public rêvé pour des gens qui sont prêts à s'asseoir n'importe comment, n'importe où, même dans des situations ingrates. Et donc c'est la générosité offerte par le banc parce que dans le commerce on trouve des bancs qui font 2 mètres de long, mais quand on a envie de discuter, un banc de 2 mètres ne suffit pas. Donc voilà, au détour même des Venelles, j'offre le plaisir de s'asseoir. Et ici, on le voit dans un contexte très urbain, donc d'offrir un banc. Et puis voilà, l'habitant va venir s'asseoir au soleil et lire. Je sais pas, peut-être son roman policier ou ses nouvelles du jour. Donc, vous voyez, c'est un travail très à dose homéopathique du quotidien, mais qui fonctionne. Et puis, parfois, on retrouve des espaces comme dans la Grèce antique et puis la Rome, l'espace de l'amphithéâtre qui fait partie intégrante du vocabulaire du jardin, mais qui permet dans l'espace public de retrouver justement l'idée de forum, d'avoir des représentations de spectacles ou autres, et qui permettent, ici, on est dans ce qu'on appelle un grand ensemble, dans un quartier populaire des années 70, où on retrouve en fait des espaces pour du lien, donc quelque chose de moins intime mais qui permet de fédérer. Un autre exemple, juste à côté du Mont-Saint-Michel, où en fait la question posée c'était remettre en situation le Couesnon. Le Couesnon, c'est ce petit fleuve qui sépare la Bretagne de la Normandie. Alors ils avaient très peur parce que venant de Bretagne, ils se demandaient si j'allais dévier le Couesnon vers la Bretagne. Mais non, je l'ai laissé à sa place. Je l'ai simplement adouci. Il avait été canalisé au XIXe siècle et donc je lui ai retrouvé des berges plus aimables que celles qu'on voit. Donc c'est intéressant ce travail en fait de retrouver le site et l'articulation. Et dans l'art des jardins, c'est toujours ça. C'est comment une géographie retrouve sa lecture dans sa situation plus domestiquée.
Et donc, là aussi, un travail d'amphithéâtre avec la particularité des fleuves côtiers, c'est qu'ils sont sous l'influence de la marée. Ici, un jour de grande marée, et donc on joue avec les éléments, et notamment la marée haute qui vient envahir la Seine. Et puis, plus quotidiennement, les gens qui viennent manger leur sandwich sur les gradins. Un autre élément aussi important issu de l'art des jardins, bien évidemment, c'est la mise en scène des vues sur le lointain. On le voit ici avec ces vues splendides être là, mais aussi ailleurs. Ici, sur une aire d'autoroute. La plupart des aires d'autoroute en France, en fait, sont complètement enfermées sur elles-mêmes. Et là, on avait la possibilité, la commande initiale, c'est les services de l'État qui me disent j'ai 250 000 mètres cubes restants du chantier autoroutier, qu'est-ce que j'en fais? Qu'à cela ne tienne, on va faire un grand belvédère, et qu'est-ce qu'on voit au bout? On voit le Mont Saint-Michel, alors quand il n'y a pas de brume. Et donc, le travail tout simple a été de créer ce belvédère sur le grand paysage. Et puis, là aussi, ces banquettes qui ont vu sur la très belle campagne du bocage normand alentour, ou simplement dans un autre aménagement dans la Somme, où en fait la place de l'église était avait la vue complètement bouchée par une haie de Tuyac qui avait été mise dans les années 70, on ne sait pas pourquoi. Et puis, en fait, c'est simplement retrouver la lecture sur le grand paysage de la vallée de la Somme au loin. Ici, une autre photo, et qui permet de retrouver cette amplitude, même si l'aménagement en lui-même est très simple, et c'est une petite place d'église jardinée. Je reviens à ma station balnéaire. Donc, lorsque je suis arrivée, ceux qui avaient la première vue sur la mer, eh bien, c'était les voitures. Donc, la première chose a été justement d'enlever les voitures du bord de mer et puis d'offrir aux piétons la vue sur la mer, puisque en général, quand on vient dans une station balnéaire, ce qu'on veut voir, c'est la mer et pas les voitures. Et donc, cette station balnéaire, Sable d'Or-les-Pins en Bretagne, donc à différentes saisons. Donc, on voit justement qu'il y a ce travail sur lequel je vais revenir sur la question des plantations, et donc qui rythme la promenade piétonne. Alors, je vais revenir sur le plaisir des ambiances jardinées, et notamment les floraisons. Vous l'avez vu dans les premières diapositives. Je vous montre ici le premier aménagement que j'ai fait, et qui a vu le jour dans un village de la Somme. Et alors, il y avait plein de jardins potagers, et donc j'étais inspirée par les jardins potagers. À l'époque, c'était pas du tout à la mode, hein. Et j'avais planté mes plantes vivaces en ligne. J'utilisais des vivaces parce que les plantes annuelles demandaient beaucoup trop d'entretien. Et je faisais mes premières gammes, donc il commençait à y avoir des trous dans les massifs. Donc j'ai adapté mes modes d'organisation. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas en couleur. C'est bizarre, ça traduit complètement différemment l'image. Ah ouais. Bon. En fait, plutôt que d'avoir mes plantes en ligne, je les espace avec au moins chaque rang 2 à 3 plantes de décalage. Donc j'ai des palettes de plantes qui font au moins 10 à 15 essences différentes pour être sûr qu'elles ne décrivent jamais des lignes, que ce soit en verticale, en horizontale ou en diagonale. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la traduction belge de mon plan de plantation. Il y a un miracle. Alors ça donne ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement là, on est sur un espace public, on est en contre-haut de l'amphithéâtre que je vous ai montré tout à l'heure dans ce quartier de grands ensembles à Saint-Brieuc, et on arrive finalement à retrouver ce qui m'a toujours fascinée. J'ai longtemps été abonnée à une revue qui s'appelait Mon jardin, ma maison, et finalement avec les outils obligés dans l'espace public où on ne peut pas faire des petites compositions à l'échelle d'une toute petite plate-bande, on retrouve malgré tout justement ces atmosphères très jardinées et la dimension fleurie et qui est magique avec les plantes vivaces. Donc qu'on retrouve dans plusieurs aménagements, et donc qui donne comme ça quelque chose, en tout cas qui me réjouit en tant que maître d'œuvre. Et puis ici, le nom officiel, c'est un pôle d'échange multimodal. Vous voyez, on est dans la technocratie française. Et donc, à chaque fois, je réponds à des commandes qui
qui sont officiellement techno, et c'est le plaisir de retrouver justement un peu plus de sens à ce langage vraiment technocratique. Et donc avec des espaces qui deviennent hybrides, c'est l'occasion, pendant que les ados attendent le bus scolaire ou en revenant du bus scolaire, de leur faire un peu de jeux, de sport, de gymnastique et de pouvoir pique-niquer dans cet espace, et idem pour les gens qui vont garer leur voiture dans le parking silo. Donc vous voyez, c'est à chaque fois l'occasion de retrouver un peu l'esprit du jardin dans ces lieux. Un autre exemple ici, le parking d'une mairie dans la Manche. Et puis, après aménagement, simplement en changeant le revêtement de sol, on voit que finalement, avec des choses assez simples, on peut quand même changer, je dirais pas la face du monde, mais la face du parking. Ici, un autre exemple où ça a été en France un des premiers aménagements urbains, si ce n'est le premier, avec ce qu'on appelle des noues. Donc, en fait, des fossés très doux qui permettent de gérer les eaux pluviales, toujours dans cette station balnéaire. Alors, j'ai conçu cet aménagement en 2000 et j'ai souvenir à l'époque, il a fallu batailler avec les services de l'État pour valoriser, enfin pour expliquer que ce système d'assainissement pluvial à ciel ouvert allait fonctionner. Alors que maintenant, la noue est devenue le passage obligé. Alors déjà, tout le monde confond un fossé avec une noue, et il demande ce type d'aménagement même en centre historique. Donc on voit qu'il y a des inversions et des non-sens sur l'interprétation des choses. Donc en fait, c'est un ouvrage strictement technique, officiellement, et en fait qui contribue à revaloriser cette grande artère. Alors effectivement, dans la passion du jardinage, eh bien, en tant que maître d'œuvre, c'est ni moi qui plante directement, ni moi qui jardine après, mais je donne juste les conditions pour donner aux autres envie de perpétuer justement ce jardinage ou l'idée de jardin. Alors j'interviens, comme je vous disais, souvent à dose homéopathique et très souvent au pied des façades, parce que je compte sur les habitants pour s'approprier le lieu et continuer à l'entretenir à la place des jardiniers, puisqu'il n'y a jamais assez de jardiniers dans les villes. Donc je me dis, si dès le départ on offre un effet un peu fort, ça va peut-être donner des envies et donner le virus de la passion du jardinage à portion congrue, puisque sur une bande de 50 cm, ça reste du raisonnable en termes d'entretien. Et donc on le voit, donc pareil, toujours dans le travail sur la rue, et puis vous voyez par exemple simplement les places de stationnement qui sont végétalisées. Et puis parfois, la rue qui était dédiée aux voitures se transforme en venelle partagée et permet aussi justement de parcourir la rue aussi aux piétons en ayant le droit d'être au milieu de la rue et pas simplement relégué sur le côté. De toute façon, il ne peut pas, sinon il marcherait dans les plates-bandes. Ou ici, on retrouve cette cité de grands ensembles où les habitants ont eu droit aussi à leur plate-bande fleurie en pied de bâtiment. Alors c'était très drôle parce que quand j'ai pris cette photo, il y a un habitant qui m'a interpellée en me disant « Mais vous prenez en photo ?» Je dis « Oui, je me promène dans le quartier. » Il me dit « Vous voyez, bon, j'ai changé les plantes devant chez moi parce que le paysagiste, il a fait n'importe quoi. Donc, j'ai planté moi-même. C'est beaucoup mieux maintenant. » Alors, je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est très bien. » Voilà, donc c'est intéressant parce que peu importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse, j'ai gagné, il a jardiné, il est content de son pied de façade devant chez lui, il se l'est approprié. Et puis, pourquoi je parle de ça? Alors, sur 31 ans de métier, j'ai une toute petite dizaine de parcs et jardins publics à mon actif, donc c'est assez peu dans ma production. Mais ça a été l'occasion quand je suis réintervenue sur des parcs publics, justement là aussi de retrouver des ambiances fleuries. Ici, le premier parc que j'ai conçu avec Jacques Coulon, paysagiste aussi à Metz. Le parc de la Seille, alors qui s'appelle maintenant le parc Jean-Marie Pelt.
Jacques Coulon avait 20 ans de plus que moi, donc il a fait vraiment, il a toujours d'ailleurs, il fait partie de ces pionniers de l'époque de Michel Courajou en France, où les premiers paysagistes des années 70-80 sont intervenus justement dans les grands ensembles, où pour des questions de robustesse, de simplicité et de peu d'entretien, travailler uniquement, on va dire, de la pelouse avec des arbres, mais plus du tout les massifs arbustifs, plus du tout les vivaces. Et donc Jacques, connaissant ma passion pour l'horticulture et puis mon bagage horticole, m'a dit, bon, on fait le parc ensemble, et puis c'est toi qui vas t'occuper des plantations. Donc pour un jeune paysagiste, c'était vraiment super. Et donc, eh bien, dans le parc, on a retrouvé, bien sûr, des arbres et de la pelouse, mais aussi des ambiances beaucoup plus fleuries. Et puis, j'ai eu la chance d'être là un jour où les jardiniers étaient en train d'intervenir. Et donc, de retrouver comme ça, sur des échelles qui sont quand même assez importantes, ces ambiances fleuries avec mon mélange magique dont la traduction belge n'est pas passée. Donc, vous n'aurez pas mon secret de fabrication. Et donc le même endroit à des époques, des saisons assez différentes, où ici, dans ce parc à Alençon, au centre historique, à côté de la basilique, où on retrouve là aussi des ambiances extrêmement jardinées, avec un système très simple en fait d'organisation des compositions, mais qui nécessite d'avoir une palette, je vous dis, entre 10, 15, une quinzaine d'essences pour être sûr à la fois de couvrir toute l'année et puis d'avoir ce spectacle qui nous a toujours ravis dans l'art des jardins. Autre sujet aussi par rapport au fait de réinterroger les fonctions dans les jardins et les parcs, c'est aussi la mise en scène de l'eau de pluie. C'est-à-dire que progressivement en France, alors je ne connais pas bien, désolé, la situation en Belgique, mais maintenant en France depuis quelques années, on demande à ce que l'assainissement pluvial soit fait à la parcelle. J'imagine pour vous aussi peut-être la même chose. Et donc, dans le parc de la Seille, le parc était aussi un gigantesque bassin de rétention. C'est-à-dire que dans la commande, le parc devait servir à accueillir les eaux pluviales du futur quartier. Alors il a fallu construire le bassin de rétention avant que le quartier se construise. Et donc ceci est un bassin de rétention. Donc c'était intéressant de se dire qu'il fallait justement détourner l'objet technique. Alors on travaille malgré tout avec des ingénieurs, mais de donner justement à lire cet ouvrage comme une promenade dans une roselière, et puis avec des typhas, des nénuphars, enfin finalement ce qu'on appelle là aussi d'un point de vue technocratique une zone humide, simplement des marais, et qui sont des lieux particulièrement riches en termes de biodiversité. Et donc le parc et le jardin devient un lieu d'accueil aussi de restauration de milieux naturels, avec des ouvrages qui au départ sont des ouvrages techniques, mais qu'on dessine différemment pour retrouver de la poésie au lieu. Ici, donc, dans le parc du Grand Pré, donc en Bretagne, où, en fait, le bassin de rétention, qui est en contre-haut, vous avez vu le petit chenal qui amène les eaux pluviales en contre-haut, et puis en contrebas, en fait, le lâcher, donc le fameux débit de fuite, hein, comme disent les ingénieurs, en fait, le débit de fuite, en fait, qui est une fontaine temporaire. Donc, je vous invite, je pense qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle, à détourner complètement les ouvrages techniques et puis finalement les transformer en fontaines du XXIe siècle avec de l'eau de pluie. Et c'est simplement en fait valoriser ces phénomènes naturels. Et puis c'est pas grave si elles sont temporaires, c'est le plaisir justement d'aller se promener sous la pluie, voir des beaux jardins contemporains. Et puis donc cet espace que finalement, grâce à ce bassin de rétention, a été transformé en zone humide officiellement, réglementairement parlant, sur le plan local d'urbanisme de la commune. Eh bien, officiellement, c'est un espace naturel. Donc c'est intéressant de voir comment finalement le jardin est l'occasion de créer de l'espace. Alors,
naturel avec beaucoup de guillemets, mais on va dire semi-naturel, et où finalement la végétation est en semi-liberté par rapport à l'espace du jardin plus classique, où elle est dans une situation beaucoup plus domestiquée. Et donc, eh bien, 15 ans après, la mousse a fait son œuvre et les saules sont venus aussi envahir cet espace, ou simplement en ayant mis des cailloux initialement, eh bien, ça a permis aux jardiniers d'éviter de tondre trop près des cailloux, et donc les arbres se sont mis à pousser. Ici, un autre bassin de rétention c'est une ancienne décharge. Enfin, c'était d'abord une carrière, c'est devenu une décharge, un site très pollué, et les habitants du quartier n'ont pas le droit justement de cultiver leur jardin. Et donc, on a fait un parc public avec un travail de dépollution et de gestion des eaux pluviales du quartier, avec là aussi un travail de dépollution. Et comme on voit, qui reste très luxuriant, même en fin d'été, lorsque tout a grillé. Là aussi, ceci est un vaste bassin de rétention, et le chemin qu'utilisent les enfants le matin pour aller à l'école, depuis leur zone pavillonnaire jusqu'à l'école, ils traversent en fait cet espace qui est un espace hybride de semi-nature, entre guillemets. Voilà, ceci est un jardin de rétention, un jardin de rétention, oui, on a même des Highland Cattle donc, qui gèrent, ce sont nos jardinières de cet espace, donc en gestion très très extensive. Et puis, Philippe Nice nous a rappelé donc, le terme layman, eh bien voilà, c'est aussi savoir laisser s'exprimer ces étendues herbeuses. Pendant très longtemps, il fallait tondre les pelouses, on ne voyait plus les pâquerettes. Et donc là, eh bien, en ayant un travail beaucoup plus diffus de l'entretien, on laisse s'exprimer ces fameuses prairies plus ou moins fleuries selon les époques. Et puis avec le même endroit, en fait, qui selon les saisons revêt des situations extrêmement variées et pour le plus grand plaisir des enfants manifestement, et donc ils participent justement à retrouver ce contact avec la nature et pas dans une relation trop aseptisée à la pelouse. Et puis parfois ça devient très haut comme ici, et en fin d'été le même endroit, donc on voit que ça oblige à développer de nouvelles esthétiques et de sensibiliser à ces nouvelles esthétiques, c'est-à-dire que quand c'est tout en fleurs, tout le monde est convaincu. En fin d'été, alors que c'est le moment le plus intéressant en termes de régénération potentielle, puisque tout ça est en graines, donc c'est le devenir de l'année prochaine, eh bien c'est là où en général les habitants tiquent et les élus disent bon, ça fait pas propre. Ou un autre exemple ici d'aire de jeu noyé dans une prairie fleurie. Donc prairie fleurie et basket, c'est compatible. Un sujet commun à l'art des jardins et aux espaces publics, c'est que nos amis les élus, le plus souvent, évidemment, ils veulent des arbres déjà grands. Et souvent, les propriétaires de jardins ont une certaine impatience. Donc, en fait, ce travail de conception, c'est aussi l'art d'avoir le projet dans le projet, c'est d'accompagner les jeunes plantations arborées. Et alors, moi, j'adore ça, puisque c'est l'occasion de remettre à chaque fois de planter les pieds d'arbres, comme ici, donc dans une rue tout à fait ordinaire. Je dois dire qu'en 31 ans de métier, je n'ai jamais conçu une seule grille d'arbres. C'est-à-dire que je me suis toujours arrangée, même en situation urbaine relativement dense, à ne pas avoir à mettre une grille d'arbres, mais à proposer plutôt des pieds d'arbres plantés qui ne s'en portent que mieux. Et donc, je le fais effectivement. Alors, c'est plus facile dans un jardin que sur l'espace public, mais on y arrive quand même. Et puis un exemple, alors j'imagine vous avez tous entendu parler de la technique Miyazaki. Alors moi je l'ai faite sans savoir, c'est comme Monsieur Jourdain qui pratique la prose sans le savoir. Moi j'ai utilisé la technique Miyazaki sans le savoir. Donc comme je marie toujours différentes strates. Donc ici sur l'esplanade d'un campus universitaire, donc à la plantation, 2 ans après et puis 5 ans après. Donc ça marche. Ça marche. Donc ça reste des jeunes plantations, mais le fait de donner beaucoup de présence au couvert en pied d'arbre permet
non pas de rendre les arbres plus grands, mais déjà ça les aide à bien pousser et puis à donner une présence végétale plus forte, même qui compense la hauteur par l'ampleur. Et puis, autre subterfuge, eh bien, le travail d'accompagnement des jeunes arbres, puisqu'on ne les voit pas bien, eh bien, le travail de tutorage, alors que régulièrement je fais peindre. Alors ici, donc, en orange, ou ici en jaune. Alors selon les projets, ça va revêtir des couleurs différentes. Alors ça donne comme ça finalement ce projet temporaire qui donne quelque chose de très puissant. Vous voyez, même les gens qui se promènent se mettent en jaune. Non, je blague. C'est ma stagiaire de l'époque. Et puis, je reviens à l'aire d'autoroute que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'avais planté des jeunes chênes, et alors les chênes, c'est long, et ça reprend mal. Donc, j'ai eu de la chance, ils ont tous repris, bien qu'ils soient dans une situation très ventée. Alors, vous voyez, là, les tuteurs, j'y étais allée de manière un peu costaude pour accompagner le petit bâtiment, c'est des sanitaires. Donc, il y avait 15 hectares et des sanitaires qui faisaient 100 mètres carrés chacun. Donc, c'était une façon aussi d'accompagner l'architecture dans ce grand espace. Et puis, voilà, 15 ans après, bien les chênes ont poussé, et puis ils ont laissé les tuteurs. Donc, c'est plutôt rigolo. Heureusement, ils ont enlevé les cordages, mais voilà. Autre subterfuge, tout bête, c'est de planter les arbres sur des merlons. Donc là, j'avais mes jeunes valivaux sur des merlons, pareil, avec des plantes vivaces. Et puis, 15 ans après, les arbres sont enfin grands. Je vous montrerai jusqu'où je suis allée dans le subterfuge. C'est que j'en suis venue à semer des arbres. Ici, le parc du Grand Pré, à côté de Saint-Brieuc, pour lequel j'ai eu l'honneur d'avoir le Grand Prix national du paysage décerné par le ministère de l'Écologie en 2012. Ça ne me rajeunit pas. Et donc, j'avais réussi à convaincre les élus de semer des arbres. Et donc, vous voyez, à l'époque, je prêchais dans le désert une réunion de concertation publique. Et donc, j'avais réussi à embarquer les élus et les services techniques dans l'histoire, dans l'aventure. Et donc, je disais, ici, il y aura une pinède. Donc, vous voyez, il faut avoir la force de la conviction. Hein. Et puis, même les élus défendaient, montraient que dans cette terre à peine labourée, eh bien, il y aurait une forêt. Alors, heureusement, là, ça a à peu près été bien traduit. Donc, j'ai fait un travail d'accompagnement à la fois avec des très jeunes plants, hein, de 30 cm, et les plus grands faisaient 1,75 m. Et puis, un travail j'avais récupéré ce qu'on appelle des pieux de bouchot, et donc usagés, et donc j'en avais planté 5000 en attendant que les arbres grandissent. Alors ici, vous voyez la multiplication des petits pins, donc des pins comme on les voit rarement, des petits jeunes, des bébés. Et donc voilà, ceci est une pinède. Donc je dois dire qu'au début, les habitants, ils se demandaient si on se moquait pas d'eux. Et puis, il y avait beaucoup de blagues en disant « Ah là là, oui, le réchauffement climatique, la mer va monter. » Donc voilà, ça les a un peu désarçonnés. Et puis, ils s'y sont attachés. Et donc voilà, la première année, on ne voyait pas grand-chose, alors tout le monde commençait à s'angoisser. Et la personne avec qui j'avais travaillé sur le protocole m'avait dit « Ne t'inquiète pas, ce ne sera peut-être pas des pins qui pousseront, mais tu verras, les arbres vont pousser. » Alors bon, les années passent. L'année suivante, il y a des choses qui poussent, mais c'est pas encore... Enfin, voilà, il y a plein de mauvaises herbes, quoi. Et puis, heureusement, 4 ans après, on voit les pins ont commencé à pousser. Alors, c'est des adolescents, et comme beaucoup d'adolescents, ils ont l'adolescence ingrate, comme on dit. Mais, eh bien, 15 ans après, ouf, la pinède est là. Et alors, c'est drôle parce que les jardiniers ont commencé à couper les pieux de bouchot. Et alors là, les habitants ont dit « Non, mais rendez-nous les pieux de bouchot. Nous, on trouvait ça très bien quand il y avait les pieux de bouchot. » Donc, c'est intéressant. Donc, le même endroit vu en lisière le long de l'allée principale pendant les travaux, qui permettait en fait d'avoir cette présence verticale très forte. Et puis, quelques plantations de jeunes pins au cas où. Et puis, donc, pareil, au fil des années,
Et puis maintenant, les quelques arbres qui avaient été plantés, qui faisaient même pas 2 mètres de haut, finalement, ne sont pas plus grands que ceux qui ont été semés. C'est aussi la leçon de l'exercice. Alors bien évidemment, ce n'est pas reproductible partout, mais il faut avoir confiance dans les graines. Autre aspect qui irrigue à la fois mon travail et puis celui sur les parcs, c'est justement de tirer parti des dynamiques naturelles. Et on le voit, hein, les graines, c'est la vie, c'est cette force de vie incroyable. Ici, une ancienne papeterie en ruine. Et donc, le sujet officiel, c'était dépolluer et mettre en sécurité. Donc on ne parlait pas de parc, on ne parlait pas de jardin, c'était pareil, une demande extrêmement technique. Et puis ce qui a remporté l'adhésion, c'est que justement, plutôt que d'enlever toutes les ruines, on les a mis en scène, ici. Et donc ce travail où on a en gros rien planté, on a très peu planté, simplement laissé la végétation en place s'exprimer. Ici, donc sous ce bâtiment, il y avait le bief qui alimentait la roue de la papeterie. Et puis sous le bâtiment, le bief, donc avec quelques plantations de jeunes plants la première année, et puis 15 ans après. Voilà, donc on ne voit plus rien, il y a juste l'eau et les arbres. Ou ici, donc un travail qui a consisté simplement à faire le ménage. Donc c'était rigolo parce que les ouvriers qui sont arrivés là se sont dit mais qu'est-ce qu'elle veut la paysagiste, on ne comprend pas trop. Et puis le site était sympa, au bord de l'eau, c'était le printemps et donc finalement ils ont trouvé ça très bien et ils se sont transformés en archéologues post-industriel. Et puis, donc, ils ont bien fait le nettoyage et il n'y a pas eu à planter, il y a eu simplement à révéler le lieu. Un autre exercice très classique quand on est paysagiste, c'est en fait regarder les cartes anciennes. Alors, on est un peu Irma voyante dans le passé. Et donc, à l'occasion d'un travail sur ce qu'on appelle une ZAC, zone d'aménagement concerté, en gros un nouveau quartier d'habitation, eh bien, j'ai vu que sur les cartes anciennes, il y avait un ruisseau qui passait là. Et voilà le ruisseau avant qu'on arrive. Donc, évidemment, j'ai proposé d'ouvrir, de remettre à ciel ouvert ce ruisseau. Donc la première année de vie de revitalisation de ce ruisseau à ciel ouvert avec un travail de méandrage. Et puis, comme le bébé fait sa première dent, eh bien, le ruisseau a fait sa première crue. Donc c'était assez émouvant de retrouver justement sa naturalité. Et puis, dès la seconde année, donc on voit que justement cette force de vie des dynamiques naturelles, il faut savoir justement en tirer parti parce que ça peut être très vite spectaculaire et notamment au bord de l'eau. Et puis, dernier aspect, ne pas oublier que l'univers du parc et du jardin, c'est aussi un espace à la fois ludique et pédagogique. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le tracé tout simplement de la Sarthe, là où elle coulait avant d'avoir été canalisée. Alors, c'était simplement un travail plastique, mathématique. Et puis, le jour de l'inauguration, le hasard a fait que j'ai pris en photo ces 2 enfants qui avaient l'air, l'aîné réjoui et l'autre se demandait ce qui lui arrivait. Et puis, très vite, en fait, elle s'est mise à jouer avec ce parterre de dalles. Ou alors ici, dans un autre endroit, j'ai créé des pustules sur les rochers. Donc, c'est des rochers à varicelles pour l'escalade des tout-petits. Donc, vous voyez, on peut se faire plaisir. Tout ça pour dire aussi que vous voyez une évolution esthétique. Ici, c'est une petite résidence privée à Versailles, une opération de promotion immobilière, où on a des ambiances en fait qui sont beaucoup plus sages, semi-naturelles, avec là aussi un travail d'accompagnement pédagogique à l'occasion pour les résidents qui comprennent justement ce que c'est qu'une mare, la gestion différenciée, parce que ça bouscule leur idée de ce que c'est qu'un jardin, et notamment d'une copropriété. Ou ici dans un parc à côté de Brest, où en fait on a fait un travail d'accompagnement, donc un travail de signalétique pédagogique qui explique ce que c'est qu'un bassin de rétention, ce que c'est qu'une gestion différenciée. Et puis je termine avec quelques photos de mon tout dernier parc, là aussi sur une ancienne usine, la plus grande filature de lin qu'il y avait en France autrefois, à côté de Rouen, à Barentin, qui faisait les fils Badin.
et où il y a donc j'ai conçu un parc. On voit encore la cheminée et puis la cité ouvrière en briques classique, où il y a à la fois des espaces de sportifs, 2 amphithéâtres, et puis donc une mise en scène des grands arbres qui appartenaient donc à l'usine, puisque le jardin, le parc du fondateur et propriétaire de l'usine, il habitait là, et le parc était complètement entremêlé avec l'espace de production. Et donc un travail d'accompagnement pédagogique, notamment ici, sur des espaces de reconquête naturelle, et donc sur ce que c'est qu'une friche et la diversité qu'on peut y trouver. Je vois Madame qui souhaiterait poser une question. Bonjour Madame, vous illustrez parfaitement la tendance qui est de faire rentrer la nature en ville, mais est-ce que vous utilisez parfois des fruitiers palissés? Alors j'utilise très souvent des plantes comestibles dans mes projets, mais de manière détournée, on pourra y revenir éventuellement. Ça m'arrive d'utiliser des fruitiers, mais jamais en forme palissée, pour la simple et bonne raison que dans l'espace public, palisser des fruitiers, ça veut dire un entretien important, et la plupart des jardiniers des villes n'ont pas la formation pour tailler correctement des arbres palissés. J'ai vu à Paris, sur les quais en face de chez moi, ils ont tenté l'expérience, et en fait les arbres ont eu beaucoup de mal à résister au cru de la Seine, c'est-à-dire que il suffit pas d'avoir l'intention, il faut aussi savoir maîtriser le contexte, et tant par rapport au fait d'être inondable, et que les arbres fruitiers n'aiment pas trop ça, mais aussi de savoir l'entretenir. Donc ça a été malheureusement de l'argent dépensé pour rien. Mais si dans une commune, par exemple, il y a des jardiniers qui s'intéressent aux formes palissées, ça peut être justement un objet programmatique. Ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent. À Pontorson, j'ai fait un verger conservatoire, mais ce sont que des formes libres. Et donc, si certains d'entre vous vont au Mont-Saint-Michel, arrêtez-vous à Pontorson et allez croquer la pomme ou les figues, selon la saison, dans le verger que j'ai conçu. Il y a même des tables de pique-nique qui font entre 5 et 10 mètres de long, donc vous pourrez aussi pique-niquer dans le verger. Je crois que vous me confiez hier que vous plantez aussi de la rhubarbe en vous réjouissant des habitants des quartiers qui s'en servent pour faire tarte et confiture. Voilà. Une petite question encore, éventuellement. Sinon, oui. Oui, allez au micro. Juste une petite question. Je trouve qu'on retrouve régulièrement des rochers. Voilà, il y a beaucoup de rochers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi vous utilisez autant de rochers? Alors pour 2 raisons. Déjà, j'ai toujours aimé la géologie. Alors ici, je suis servie. Je les ai pris sous toutes les coutures depuis hier soir, vos beaux rochers. Donc déjà, j'aime la roche. Et puis surtout, le premier grand parc que j'ai eu l'occasion de faire à Metz, la roche, ça coûte rien. Et quand vous avez un budget, quand on a conçu avec Jacques Coulon le parc de la Seille à Metz, on avait un budget de l'ordre de 100 € du mètre carré. Moins de 100 €, 20 €. Là où le parc André Citroën était plutôt à 1 000 €. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se dit, je vais réfléchir différemment. Je ne vais pas du tout faire la même chose, pas du tout la même esthétique. Je vais essayer de trouver d'autres moyens de donner de la monumentalité. Et alors, vous avez vu donc les cailloux à l'entrée du lycée, c'est fantastique, ça coûte rien en fait, la roche, pour peu qu'elle soit à proximité du site. Et donc, j'aime à la fois à la base les roches, puisque vous voyez, à Metz c'était jaune, à Lannion c'est le granit rose, ici vous avez des magnifiques reliefs karstiques de roches calcaires. Enfin, à chaque fois, c'est l'occasion de se réancrer dans la géologie locale à peu de frais. Voilà.